Salut à tous, aujourd'hui une petite capsule pour vous parler de ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Alors je me suis mis dans le parc exprès, en plus il y a un endroit que j'aime bien, où j'aime bien venir, je vous fais un petit tour. Et c'est vrai qu'ici, les mauvaises herbes, elles sont pas trop là en réalité, dans les parcs, dans les zones, dans les potagers, dans toutes ces zones où on veut des fleurs en particulier, ou des plantes en particulier, des légumes, des fruits, nanana. On va dire, oh là là, les mauvaises herbes, il faut les arracher, je vais mettre du produit, je vais faire ci, je vais faire là. Mais en réalité, tout ça, c'est un peu peut-être une incompréhension de ce qu'est ce qu'on appelle une mauvaise herbe. Parce qu'en réalité, une mauvaise herbe, c'est quoi? C'est une herbe qui a poussé spontanément. Donc que la nature a mis là pour une raison. Soit c'est parce qu'il y avait un trou, c'est-à-dire il y avait un espace libre, peut-être que le sol était à nu, la terre était à nu, et la nature n'aime pas quand le sol est à nu parce que ça crée une érosion. En fait, petit à petit, la terre part avec la pluie, et ça va faire des coulées de boue, ça va finalement creuser le sol, et c'est pas ce que recherche la nature. Elle préfère quand il y a un couvert. Donc s'il y a un trou, un endroit, ne cherchez pas, vous aurez toujours une plante, souvent une pionnière, qui va venir se mettre là. Et ces plantes, aujourd'hui on les appelle plutôt herbes folles ou plantes indésirables, parce que en réalité ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise en fait, c'est juste qu'on voudrait qu'elle ne pousse pas à cet endroit-là. Mais pourtant, ces plantes-là sont bien souvent à la fois un indicateur de l'état du sol, c'est-à-dire est-ce qu'il est acide, est-ce qu'il est tassé, est-ce qu'il y a suffisamment de matière en décomposition ou pas, est-ce qu'il y a de l'humus ou pas. Et si finalement on arrive à tirer son parti de ces plantes-là, c'est-à-dire en les laissant vivre tout simplement auprès de celles que l'on veut cultiver, eh bien on peut se rendre compte, par exemple, que pour la pollinisation, évidemment, c'est super intéressant d'avoir une biodiversité, de ne pas avoir qu'une seule plante mise en monoculture. Et c'est important justement de voir que si on n'a pas, je sais pas, des pissenlits, si on n'a pas des chardons-maries, si on n'a pas toutes ces petites plantes qui finalement amènent une diversité, même je veux dire les graminées servent à beaucoup d'insectes et qui sont des protecteurs aussi de nos jardins. Et ces graminées vont aussi attirer des oiseaux qui vont manger certains insectes qui, eux, au contraire, ne nous intéressent pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si elles sont là, ces plantes, c'est qu'il y a une raison. Alors évidemment, on va éviter de laisser celles qui sont en train d'empiéter sur notre culture. Mais on va essayer, je pense, de laisser ce qu'on appelle un carré des dieux. Je pense que c'est nécessaire de laisser un carré des dieux dans tous les jardins. Je vous invite à le faire. Parce que tout simplement, alors un carré des dieux, c'est un carré sauvage, laisser un petit espace où on décide que sur un mètre, on va laisser pousser l'herbe. Peut-être aussi pour que les hérissons se cachent, pour les grenouilles aussi, il y a énormément d'animaux qui ont besoin. Et puis les vers de terre qui ont besoin aussi que la terre finalement se détasse. Parce que souvent on marche, ou alors on a beaucoup travaillé cette terre-là, puis elle est de moins en moins fertile, je dirais. Et pourquoi? Parce qu'en fait il faut la nourrir, mais parfois la pousse d'une plante en particulier va permettre de ramener par exemple du phosphore, de l'azote, des éléments en fait qui sont très importants pour que la terre ne devienne pas stérile. Et donc je crois vraiment qu'il est important de revoir notre point de vue sur ce qu'on appelle mauvaise herbe. Ça commence à venir, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que finalement ce qu'on a appelé longtemps mauvaise herbe, c'est plus lié à des cultures précises, et parfois même intensives d'ailleurs, qui ne supportent pas le moindre pet de travers. Mais en réalité, la nature sait faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même du point de vue esthétique, regarder la nature. Je veux dire, parfois, on a des petites fleurs de plein de sortes, des couleurs. On va avoir de la mauve, du pissenlit, je vous disais, du chardon-marie. On va avoir, je sais pas, le fenouil. On va avoir
Et on va avoir plein de plantes comme ça qui vont fleurir les unes à côté des autres. Et les graminées qui vont venir se mettre comme ça, faire un fond un peu volubile, qui bouge avec le vent, etc. Il y a un côté très esthétique, très beau aussi dans le fait de laisser des plantes sauvages. Mais c'est à la fois beau, esthétiquement parlant, c'est à la fois nourricier pour la biodiversité, que ce soit pour les insectes ou n'importe quel, même les animaux, les oiseaux, les petits mammifères, etc., qui sont pourtant essentiels en réalité dans cette chaîne qu'est la vie, tout simplement. Et puis même pour nous, parce que nous aussi, on peut parfois tirer profit de ces plantes. De ces plantes folles, parce que elles vont venir là, elles sont sauvages, oui, mais par exemple, si on regarde les bleds sauvages, c'est délicieux. Si on prend le pissenlit, on peut faire de la confiture de pissenlit, c'est super bon, et puis en plus c'est un super détoxifiant. Vous pouvez manger les feuilles en salade, l'ortie, j'en parle même pas, tellement elle a de vertus, celle-ci, que ce soit au jardin ou pour nous, en tisane, ou même pour les allergies, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit peut-être, mais pour les allergies, vous prenez 1 ou 2 tasses de tisane d'ortie pendant quelques jours et votre allergie tranquille, quoi, les rhumes des foins et tout ça, ça dégage. Enfin voilà, il y a plein de plantes comme ça qui sont finalement soit utiles, par exemple pour les petites abeilles sauvages. Regardez, rien que là, je vais vous montrer. Ici, on a du trèfle, de la pâquerette. Voilà, bon, après, il y a des petits gazons, mais en vrai, il y a surtout du trèfle et de la pâquerette. Bon, ce que vous avez vu, j'espère que vous l'avez vu, c'est qu'il y a des petites abeilles qui viennent butiner, et c'est tellement essentiel. C'est-à-dire que ce sont des petites abeilles sauvages. C'est pas forcément des abeilles à miel. Et à savoir qu'il y a tellement d'espèces d'abeilles sauvages, dire oui, les abeilles, c'est toutes les mêmes. Mais non, pas du tout. En fait, il y en a énormément qui fonctionnent... qui sont différentes de ce qu'on peut voir dans les abeilles à ruche. Et c'est vrai que même les abeilles à ruche, oui, c'est un truc qui est sélectionné. C'est un peu comme quand on sélectionne les légumes, nanana. Mais les abeilles à ruche, elles sont sélectionnées pour être comme les vaches à lait, etc. C'est encore une joyeuseté de l'être humain, ça, qui veut toujours plus produire, plus d'efficacité, plus je sais pas quoi, et qui délaisse finalement... des espèces ou des variétés qui pourtant sont tellement indispensables, parce que cette biodiversité, elle est importante. Elle est importante parce que lorsqu'il y a des changements, des événements, on va dire, qui créent des modifications, que ce soit dans le climat ou dans l'atmosphère, etc., il faut qu'il y ait cette diversité pour pouvoir faire perdurer justement ces espèces. Et justement, plus on les laisse vivre toutes ces espèces, plus on a la chance finalement de voir à quel point la nature est inventive, à quel point la nature est résiliente aussi, et c'est très puissant en réalité. Voilà, donc je vous dirais que voilà, c'était juste une petite capsule, mais qui pourtant, pour moi en tout cas, a un sens je dirais, de prise de conscience, parce que souvent les gens traquent les herbes qu'ils n'ont pas plantées eux-mêmes dans leur jardin, et pourtant il y a beaucoup de plantes que vous pourriez rendre, à qui vous pourriez rendre leur lettre de noblesse, et les laisser vivre dans un coin de votre jardin, peut-être aux abords de vos plantations, ou carrément au milieu de vos plantations, parce que parfois il y a vraiment des plantes qui sont géniales. Par exemple, il y a un souci sauvage que vous pouvez utiliser comme curcuma, et qui en plus est très bénéfique pour les tomates, pour protéger de ce qu'on appelle les ravageurs. Là aussi, il y a aussi une dénomination un peu irrespectueuse finalement de la vie, parfois, parce qu'on dit les ravageurs, mais en réalité, peut-être que si on n'avait pas détruit leur nourriture, ou si on leur laissait plus d'espace, etc., ça ne deviendrait pas des ravageurs sur nos cultures. Donc peut-être que si on veut, je ne sais pas, que les limaces nous laissent tranquilles, il faudrait leur mettre de la nourriture à ces limaces, des plantes qu'elles aiment, autour de nos cultures justement, pour qu'elles laissent tranquilles nos petits plants. Enfin, vous voyez, c'est ça. Il faut apprendre à connaître les plantes, mais pas que dans le sens des variétés cultivables, mais aussi dans cette communication qu'elles peuvent avoir entre elles, ce système d'entraide que la vie a mis en place, et d'autoprotection. Parce que voilà, il y a vraiment
matière à découvrir énormément de choses. Et bon, je vais essayer de vous en faire découvrir quand même un nombre conséquent. Enfin voilà, régulièrement, je viendrai vous dire un truc ou un autre sur la nature, des choses qui me semblent pertinentes. Et puis après, on découvrira aussi des espaces, des plantes en particulier. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous souhaite le meilleur, vraiment. Et puis, essayez d'apprivoiser ces plantes qui viennent là de manière impromptue dans vos jardins. Peut-être vous découvrirez de bonnes alliées, de bonnes amies, et peut-être même aussi de bonnes gourmandises. Voilà. Bon, bisous, et je vous dis à bientôt, à très vite. Prenez soin des plantes, de la nature, et de vous, parce que vous aussi, vous en faites partie de cette nature. Bisous.